Merci pour ces rendez-vous autour de thématiques qui me tiennent à cœur. Je vais aborder la question de génération au travail que dans un second temps pour essayer d'éclairer un peu cette problématique de génération. Et puis, je vais surtout essayer de mettre cette fois-ci, non pas comme les autres fois, de l'ordre dans votre tête, mais de mettre du désordre. Parce que je crois que là, on a une vision de ces questions générationnelles quand même très stéréotypée. Donc il va falloir revoir ça. Très stéréotypé, on le sait, puisque quand on réfléchit aux générations dans notre société, on se dit les enfants rois, c'est vrai, ça nous agace, il faut bien le reconnaître. Les adolescents en opposition à tout nous exaspèrent. On en parlait. Les jeunes adultes en contrat déterminé de logement, de couple, d'amis, de travail nous glissent entre les doigts. Donc on voit bien qu'on a leurs parents monocentrés sur le travail sont aux abonnés absents. Et les parents des parents qui ne pensent qu'à leur jouissance, les fameux baby-boomers dont je fais partie. Et puis il y a encore une génération derrière qui est celle qui passe son temps à critiquer nos modes de vie actuels, pensant que les modes de vie anciens étaient beaucoup mieux. Donc on voit qu'on a quand même, c'est une caricature en ajoutant les éléments aux uns des autres, mais ce n'est pas une caricature dans les conversations de la vie quotidienne pour chacun des éléments. Donc on a bien une difficulté avec cette notion. D'ailleurs, lorsqu'on veut exprimer une différence entre des personnes, l'âge est un critère. L'âge est un critère, elles n'ont pas le même âge ou elles s'entendent bien alors qu'elles ont un âge différent. On a là quelque chose qui est une première unité de mesure. Une première unité de mesure, et dès qu'on parle de génération, on s'aperçoit tout de suite qu'on parle d'autre chose. Autant l'âge, c'est lié à des années d'existence, donc quelque chose qui se mesure assez facilement, chronologique. Autant lorsqu'on parle de génération, on s'aperçoit qu'on parle de nature différente. On est sur du qualitatif. Et d'ailleurs, on utilise des expressions qui sont assez étranges, je trouve. Hein. Ils ne sont pas de la même époque. Et oui. Hein. Ou d'un autre temps, pire. Hein. Wells, voyage dans le temps. Et donc, ça ouvre sur un paradoxe qui est le fondement de la question générationnelle, qui est qu'on peut être contemporain et d'un autre temps. Donc, on a là quelque chose qui nous éveille déjà à une première différence, qui est que l'âge n'est pas la génération et vice-versa. Hein. À 12 ans, on est éveillé. À 12 ans, aujourd'hui, on est éveillé. Je ne dis absolument pas la même chose. Puisque à 12 ans, on est éveillé, c'est une question d'âge. Et aujourd'hui, à 12 ans, on est éveillé, c'est une question de génération. Donc on a, avec très peu de changements, hein, on voit bien qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose, puisque l'âge signifie que nous traversons le temps, nous sommes traversés par le temps, hein, alors que la génération, c'est quelque chose qui nous situe dans un chaînage humain. Hein, chaque génération est un maillon d'un processus de reproduction humaine, à la fois individuelle et puis collective. Donc on a bien là une différence qu'on ne fait pas toujours d'ailleurs dans le langage ordinaire, qu'on n'utilise pas tout à fait de la même manière, mais il faut le faire pour bien comprendre ce qui se passe dans la question des générations et dans la question des générations au travail. Alors la notion de génération, il y a trois identités en fait. Hein. La première, c'est une identité démographique. On considère que les gens font partie de la même génération à l'INSEE si on est né la même année. Bon. C'est intéressant d'ailleurs quand on pense à l'horoscope. Mais oui, hein, puisque si je dis les gens qui sont nés la même année, sous-entendu qu'ils ont quelque chose, un rapport en commun finalement, hein, autant sur l'horoscope, qui est une croyance prédictive des comportements, vous le savez, puisque tous les matins vous écoutez à la radio l'horoscope pour savoir s'il y a quelque chose qui vous concerne.
L'horoscope, ça incite à rapprocher des gens qui sont nés sur la même période, mais pas nécessairement sur la même année. Donc ça, c'est la première version de la génération. La deuxième version de la génération, c'est celle qui est peut-être la plus utilisée finalement, c'est la génération au sein de la famille. La génération au sein de la famille, c'est les enfants d'un couple qui constituent une génération. C'est en même temps, c'est un peu différent, c'est l'espace qui sépare justement les enfants des parents. L'espace générationnel, c'est une génération. Et c'est en même temps l'ensemble des personnes qui sont classées sous un rapport de filiation. Alors aujourd'hui, avec les constellations familiales, on se trouve confronté effectivement à des générations qui sont plus tout à fait très nettes, très visibles, hein, puisqu'on peut avoir des écarts d'âge considérables sur les enfants, sur les couples, etc., ce qui fait quand même une variation de génération à l'intérieur de la famille qui n'est pas négligeable. Et puis la troisième version, celle dont on va essentiellement parler, c'est la génération socio-historique, Mannheim, 1928, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Le problème des générations » et qui définit la question générationnelle, en tout cas qui la pose de manière sociologique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une génération socio-historique ? On va commencer à le dire comme ça, c'est des gens qui sont nés à peu près dans une même zone d'âge, qui sont d'une même zone d'âge, pardon, et qui sont censés avoir une vision du monde assez proche, à travers des références qui sont des références historiques, des références sociales, des références culturelles, hein, qui feraient que, on va le dire comme ça dans un premier temps, qu'ils penseraient le monde un peu de la même manière. Donc on va se trouver avec génération hippie, bobo, 68, smartphone. J'aime bien penser à la génération Erasmus, voilà, parce que je pense qu'il y a des choses qui se jouent. Donc voilà. Donc du coup, un individu, il a au moins deux identités générationnelles. On fait partie d'une génération familiale, hein, donc par rapport à notre position dans nos familles, dans nos groupes familiaux, et puis en même temps une inscription dans l'histoire collective. Et donc on a deux identités, mais qui sont assez différentes dans la mesure où il y en a une qui est inamovible. Si je suis génération baby-boom, je resterai jusqu'à la fin de ma vie génération baby-boom. Alors que dans la famille, ma position, on en discutera si vous voulez, ma position dans la famille va se complexifier au fur et à mesure où j'avance avec de nouvelles générations. Je suis pour mes enfants la génération qui précède, mais à un moment donné, si mes enfants ont des enfants, j'aurai donc un changement de position générationnelle à l'intérieur du groupe familial, et ainsi de suite. Donc on a bien deux identités générationnelles. On le verra d'ailleurs par rapport au travail, il y a des hypothèses sociologiques autour de ça, autour d'un entremêlement de ces deux positions générationnelles. Donc les personnes qui appartiennent à la même génération socio-historique sont considérées comme ayant été marquées, je le disais, par des événements historiques, des phénomènes culturels qui se produiraient à des événements clés. On pense, on va le dire comme ça, que la génération se forme à l'adolescence. C'est le sentiment d'appartenir à une génération se forme à l'adolescence. Donc on parle d'âge très précis, moi j'aime pas trop, 16, 17 ans, etc. En tout cas, le sentiment générationnel. Quand je pense à ça, je pense à mes deux filles discutant un jour dans la véranda, voilà, préadolescentes, et puis qui parlaient de musique, je les entendais du bureau, et puis il y en a une qui dit mais oui, tu sais bien, tel chanteur, etc. Non, je vois pas. Ah oui, mais c'est vrai, elles ont 2 ans de différence. Et c'est vrai qu'on ne fait pas partie de la même génération. Donc je me dis, bon, il y a des choses qui commencent à se forger là, autour de cet âge, entre préadolescence et adolescence, hein, qui commencent à avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est un groupe d'âge.
tout ça, tout est au conditionnel. Voilà. Voilà. Donc, chaque génération aurait donc, comme le dit Mannheim, une mentalité particulière. Une mentalité particulière, des comportements particuliers, hein, et une façon de penser déterminée, une vision du monde. Donc finalement, une culture commune. Et puis l'autre élément qui est important aussi dans cette question de la naissance d'un sentiment générationnel, c'est l'idée qu'on est bien, on partage quelque chose avec les gens qui font partie de la même zone d'âge. C'est-à-dire il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Pas simplement une vision du monde, mais en même temps un sentiment d'appartenance. Donc, voilà les éléments de base sur cette fameuse génération socio-historique. Hein. En d'autres termes, effectivement, comme le dit Mannheim, notre vision du monde ne nous est pas donnée, c'est là où c'est intéressant, ne nous est pas donnée par l'époque, mais nous est donnée par notre inscription générationnelle dans l'époque. Ça va ? D'accord. Exemple, François Dubé, sociologue par devant l'Éternel, vient de sortir un bouquin, là, qui vient juste de sortir, il y a un mois et demi, hein, qui s'appelle « Trois jeunesses ». Et donc, il nous dit, qui s'appelle sous-titre « La révolte, la galère, l'émeute ». Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Et qui nous dit, ben, finalement, prenons les trois générations en présence. Hein, qu'est-ce qu'elles ont? Des générations de jeunes, hein, qui ont vieilli, bien sûr, pour certaines, parce qu'on ne peut pas tous rester au même âge. Enfin, il y en a qui arrivent, mais ils sont dangereux, ceux-là. Donc, trois expériences juvéniles et générationnelles différentes. Il dit, ben, il y a les jeunes des années 60, qui sont les baby-boomers, hein, d'une société prospère, nous dit-il, mais austère, façonnée par une profusion de cultures, la culture yéyé, la culture blouson noir, etc. Hein. Il y a ceux des années 90, marqués par l'exclusion. Je suis un peu gêné on en reparlera, si vous voulez, par la question de l'exclusion. Il dit la colère des jeunes n'est plus celle de la génération précédente qui était la contestation étudiante, pardon. Hein. Mais là, on est effectivement plutôt sur des quartiers populaires avec des populations issues de l'immigration et leurs enfants. Donc on a quelque chose lié à la révolte. Et puis il dit, troisième génération en présence, celle des jeunes, des gens qui sont jeunes en 2018, qui disposent finalement, on en parlait tout à l'heure, d'un espace de socialisation différent, hein, qui est le monde des écrans et des réseaux informatiques, voilà, et qui donnerait effectivement une génération spécifique. Donc, maintenant, moi, la question que je me pose à la lecture de ce qu'écrit François Dubé, c'est qu'effectivement, est-ce que c'est réellement une inscription générationnelle? Est-ce que pour prendre le deuxième exemple, est-ce que les quartiers populaires, les jeunes des quartiers populaires représentent la génération à laquelle ils appartiennent? Je suis sceptique par rapport à ça. Hein. Ou est-ce que finalement, il est en train de nous parler finalement plutôt de temps sociaux, hein, qui ne touchent pas spécifiquement les générations des jeunes, mais qui finalement touchent la totalité de l'espace social. Donc, pour bien comprendre cette question des générations, il ne suffit pas d'ailleurs, on va le voir, d'inscrire un certain nombre de choses, et c'est bien la grande difficulté aujourd'hui de la question générationnelle, hein, mais surtout il faut vraiment insister là-dessus, sur cette coprésence à une époque, mais pour chacun de nous de manière totalement décalée. Alors, Mannheim le dit avec ces mots, il parle de non-contemporanéité de la contemporanéité. Voilà, ben, j'ai mis 2 heures pour arriver à vous le dire d'un seul coup, c'est pas très simple. Voilà, mais c'est un peu comme si, hein, on était dans un espace-temps, mais chacun avec un belvédère différent et qu'on ne pourrait pas voir l'espace social de la même manière. Ça, c'est... Si on est d'accord avec ça, hein, nous sommes contemporains, mais nous vivons, comme dit Mannheim, dans des temps intérieurs différents,
du coup, on peut se poser déjà une première question qui est, mais ce serait quoi l'intergénération? Parce que finalement, si je comprends bien, on habite tous sur une planète différente, c'est le Petit Prince. Hein, quand il se balade de planète en planète en rencontrant des gens totalement différents. Donc on a bien là une difficulté, c'est-à-dire quel sens on peut donner à l'intergénération, on va y revenir bien sûr, hein, si finalement nous appartenons à des communautés de destin distincts. De quelle manière on peut faire lien entre ces générations? Alors dans la question générationnelle, il y a également le fait qu'il faut quand même différencier trois choses qui sont souvent entremêlées. Le plurigénérationnel, ben vous vous baladez dans la rue, il y a des gens de tous les âges, mais qui finalement n'ont que des liens ténus entre eux. À un moment donné, ce qu'on appelle les liens synchroniques sur un trottoir, dans un magasin, une manifestation. Je repense toujours à la manifestation à la suite de Charlie, sur cette gigantesque vague dans laquelle j'étais, qui était effectivement plurigénérationnelle. Est-ce qu'elle était intergénérationnelle? Je ne sais pas. Le deuxième élément qu'il ne faut pas confondre, mais vous verrez, c'est fortement lié, parce que quand on parle du travail, on va être obligé d'en parler d'une certaine manière, c'est le transgénérationnel. Le transgénérationnel, moi par exemple, j'ai 3 prénoms, je ne vous les donne pas. Effectivement, les autres, moi je porte mes arrière-grands-parents en moi avec mes prénoms. Donc on a bien du transgénérationnel, hein, qui peut être la saga familiale, la bague, les lunettes, la manière de se comporter, tu souris comme ta grand-mère, etc. Donc on a quelque chose qui effectivement à l'intérieur des familles fonctionne, ce transgénérationnel. Il y a des choses qu'on passe qui sont pour beaucoup immatérielles d'ailleurs. Une généalogie qui est construite ou imaginée, voilà. Donc familial, mais aussi du transgénérationnel social, hein, puisque finalement, de génération en génération, on se transmet un certain nombre de choses, ben justement des croyances, une idéologie, du politique dans tous les sens du terme. Voilà. Donc on a bien quelque chose qui est, qu'est-ce que finalement d'une génération à l'autre, quand on se passe le relais, qu'est-ce qu'on transmet? En dehors des virus, bien sûr. Donc la question, c'est de savoir quel est l'objet de la transmission. Et puis, troisième élément, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire des générations qui sont un temps contemporaines et qui dépassent la coprésence. L'intergénération, ça nous renvoie à une dynamique du social, c'est-à-dire pas simplement être ensemble, comme ce soir. Il y a différentes générations qui sont représentées dans la salle, mais est-ce qu'effectivement il y a des interactions dans tous les sens entre les membres des personnes qui sont ici? Alors, certaines, elles sont en inter ailleurs, j'imagine, il y a des gens qui se connaissent, mais on peut dire que pour l'instant, ce soir, c'est plutôt du plurigénérationnel, qu'on verra dans la discussion après si ça devient de l'inter. Voilà, donc ça, qu'est-ce que c'est que l'intergénération? C'est un système de relations croisées entre différentes générations. Dans ces différents éléments, on perçoit deux choses. On perçoit de la continuité et de la discontinuité. On perçoit de la continuité parce que, moi j'aime bien quand on me dit, mais si on continue comme ça, il n'y aura plus de relations entre les générations. Mais il n'y a pas de société humaine sans relation entre les générations. Le jour où ça arrivera, c'est quand on ne s'occupera plus de nos nouveau-nés, effectivement, à ce moment-là, on aura la fin d'une civilisation. Mais pour l'instant, on continue d'avoir, à la fois sur l'aide qu'on apporte aux petits immatures de l'humain, c'est déjà, bien sûr, beaucoup d'intergénérationnel et déjà du transgénérationnel, et puis en même temps, sur un deuxième élément, qui est que toute société humaine est un transfert permanent de culture, de connaissances, domestiques, ce que vous voulez, scientifiques, etc. Et que donc, nécessairement, il y a du transgénérationnel et de l'intergénérationnel en permanence. Et puis, bien sûr, c'est de la discontinuité aussi, parce que si on est en train de parler, là, à l'instant, de relations entre les générations, c'est qu'il y a bien un espace entre chacune, autrement, il n'y aurait pas de différence. Si on a une perception de génération, c'est qu'on a une perception de discontinuité.
Donc on a effectivement, alors en même temps on est dans une société dont on a beaucoup parlé sur les autres conférences, sur la longévité extraordinaire de cette société, hein, espérance de vie oblige, et donc nécessairement, plus on vit longtemps, plus on fabrique des générations. On a donc, ne serait-ce qu'à travers l'espace familial, hein, vous savez, on dit qu'on est passé de familles horizontales à des familles verticales, c'est-à-dire autrefois on faisait 6, 8, 10 enfants, etc. On avait des familles horizontales. On est aujourd'hui sur des lignées où il y a peu d'enfants, hein, mais finalement où on a fabriqué des générations, c'est-à-dire on peut voir ses parents, ses grands-parents, je crois que j'en parlais la dernière fois, 2 millions d'arrière-grands-parents, donc beaucoup de familles où il y a au moins 4 générations en présence. Donc on a effectivement une discontinuité, hein, et socialement, c'est la même chose, ça c'était pour la famille, mais socialement, c'est la même chose, c'est-à-dire avec le sentiment d'une accélération d'une société qui passe son temps à accélérer les changements. On dit ça va toujours de plus en plus vite, etc. Voilà, vous connaissez la formule, toujours plus, faire plus de choses en moins de temps, etc., que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans la vie sociale. On a donc, avec ce sentiment d'une accélération des changements, une accélération du changement de référence. C'est-à-dire autrefois, pour fabriquer une génération, comme le disait Mannheim en 1928, il fallait du temps. Hein, il fallait des événements importants, etc. Aujourd'hui, on a l'impression, et on échangeait tout à l'heure quelques mots autour de la fabrique des générations, tous les 3 ans, on nous sort une nouvelle génération. Hein, donc on a bien... On verra, ça n'a peut-être pas beaucoup de teneur, hein, mais on n'arrête pas de nous fabriquer de nouvelles générations. Alors on est parti, heureusement, comme on le disait, on est parti très tard sur l'alphabet, donc X, Y, Z, on est arrivé au bout. Je ne sais pas si on va reprendre au A après, mais en tout cas, voilà, en très peu de temps, on est censé avoir fabriqué plein de générations. Je parlais d'Erasmus, etc., plein d'autres choses. Donc on a, si on parle, je reviens là-dessus, mais si on parle de générations différentes, c'est qu'effectivement, on a des différences qui sont associées, hein, ou des distances à combler suivant la manière dont on voit les choses. Donc tout ça tient effectivement à cette idée qu'on est dans une société de crise. Moi j'aime bien la notion de crise durable, qui est un oxymore. Une crise par définition, ça ne peut pas être durable. Mais voilà, avec l'idée, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est l'idée que les éléments sociaux qui paieraient le prix fort dans cette histoire de situation de crise, ce serait le lien intergénérationnel. On utilise un nombre de termes effrayants pour parler des difficultés de relation entre les générations. Alors, je vous le fais en quelques secondes: fracture, rupture, fossé, guerre des âges, exclusion, marginalisation, isolement, affrontement, fragilité du tissu social. On a l'impression effectivement que les jeunes n'ont plus envie d'être avec les vieux et les vieux plus avec les jeunes. Et en même temps, il y a une sorte, alors moi je me dis, à force de le dire, ça va finir par arriver, c'est ce qu'on appelle l'autoprophétie. Mais si, ça marche bien, l'autoprophétie. Merton. Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas plus un virus idéologique qu'un virus social, cette histoire, hein, qui en fait une sorte de pathologie sociale inventée. À chaque fois que je pense à ça, je pense à la fête des voisins, où on pose la question, je ne pense pas en avoir parlé les autres fois, je ne sais pas, où on pose la question aux gens sur un sondage au moment de la fête des voisins, on leur dit: est-ce que vous seriez prêt à aider vos voisins, à consacrer un peu de temps à vos voisins? 80% des gens répondent oui. Est-ce que vous trouvez que notre société, elle est beaucoup moins solidaire? Ah oui, elle est beaucoup moins solidaire. 80% répondent oui. Et là, je me dis, il y a quand même une difficulté. Si tout le monde se sent solidaire et qu'on trouve qu'on est dans une société non solidaire, c'est qu'il y a un petit souci. Voilà, donc on va le retrouver à travers la question générationnelle. Ceux qui ne fonctionnent pas bien, c'est les autres, bien sûr, comme toujours. Hein. Mais oui, c'est toujours comme ça. Hein. Bon, admettons même que les liens sociaux s'affaiblissent, l'individualisme, etc. Moi, je me pose la question très simplement en me disant: mais pourquoi il faudrait que ce soit l'intergénération qui paye le prix?
est-ce que finalement, si on a bien des difficultés avec le lien social, est-ce que ce serait spécifiquement entre les générations? Ça ne peut pas être intragénérationnel. Je trouve ça étrange, moi, alors que je vois de l'intergénération partout. Moi, je regarde dans la famille, il y en a partout. Les constellations familiales, hein, c'est de plus en plus clair. On a des fratries, j'en ai pas parlé, moi, je crois, la dernière fois de la mienne, hein, mais si, j'en ai parlé. Voilà, donc la première fois, donc moi j'ai 50 ans de différence entre deux frères, donc vous voyez, ça fait de l'intergénération, avec une troisième femme de mon père qui était plus jeune que ma sœur aînée, donc ça fait aussi de l'intergénération, hein, et avec un frère qui est né le même jour que ma fille, donc ça fait de l'intergénération, cette fois-ci ça fait de l'intragénérationnel, mais de l'interfamilial. Hein, et puis je me dis, il y a tellement de gens qui refont leur vie avec des femmes plus jeunes ou des hommes plus jeunes, avec le mouvement Cougar, etc. Je me dis, voilà encore de l'intergénération. Hein, à quand le financement du mariage intergénérationnel sur des fonds publics? Et puis dans le travail, je regarde 16 à 67 ans, on est encore dans de l'intergénérationnel. Hein, dans les associations, c'est encore pire, on trouve des variations considérables. Et donc je me dis, alors on me dit, il y a des endroits quand même où on est très cloisonné dans les générations, je pense notamment, qui sont des lieux de travail. Hein, par exemple, on parle de l'école, mais on a des enseignants qui ont entre 20 et 60 ans, avec des gamins qui en ont entre 2 et X, 2,5 maintenant, il faut compter les moitiés, ou dans l'EHPAD, prochain thème de votre saga gérontologique, où on a quand même des professionnels qui ont entre 20 et 60 ans et des gens qui ont entre 60 ans et 100. Donc ça fait quand même de l'intergénérationnel aussi. Donc on a bien quelque chose. Finalement, et c'est là où les études sont intéressantes, c'est qu'on s'aperçoit que c'est dans les liens affinitaires qu'on est beaucoup moins intergénérationnel. Hein. C'est souvent, réfléchissez aux gens que vous avez autour de vous, la plupart du temps, c'est des gens très proches, c'est des gens qui sont, bon, en dehors de votre épouse, que vous avez choisi beaucoup plus jeune, ou de votre époux, mais on oublie ça, on oublie la raison de couple. Mais autrement, pour les autres, les gens, les amis qu'on a, ce qu'on appelle les relations affinitaires, les relations de sympathie, c'est des gens souvent qui sont de même génération. Moi, je me suis fait le constat un jour en allant chez un ami qui tient une cave à vin, et il y avait une soirée, et puis la soirée était très intergénérationnelle, sincèrement, il y avait à peu près tous les âges. Hein. Mais par contre, chaque groupe qui arrivait était très monolithique au niveau des générations. Hein. Donc, là, il y a quelque chose qui est intéressant, qui va nous aider aussi à réfléchir à la question de génération et travail, hein, avec qui je me lie. Hein. On pourrait affirmer, du coup, avec la question de l'intergénération, on pourrait affirmer que la structure sociale contraint, je suis obligé de travailler avec des gens qui sont de générations différentes, hein, notamment la famille aussi, je suis obligé d'avoir, voilà, alors que l'individu restreint. Donc nous voilà avec une question qui est une société qui passe son temps à changer, c'est le propre, je rappelle quand même que c'est le propre d'une société moderne. Hein, la modernité, c'est nouveauté et obsolescence. Et avec deux éléments, qui produisent du changement, hein, ce qu'on appelle la mobilité sociale en sociologie, c'est-à-dire le fait que les choses changent au fur et à mesure dans une société, en continu, hein, quelque chose qui est plus ou moins visible, et qui ne paraît visible que lorsqu'on en sort et qu'on revient d'ailleurs, c'est le propre de l'ethnologie. Et puis une autre qui est fondée, comme dit Mannheim, sur les facteurs vitaux, c'est-à-dire c'est le changement de génération qui est potentiellement l'élément de changement social. Donc ça c'est très important, parce que Mannheim va jusqu'au bout de sa pensée. Il dit il faut que les anciennes générations finissent par disparaître, hein, pour que des changements profonds puissent se produire dans la société. Alors, si on le met dans le cadre du travail, on le mettra dans le cadre du travail un petit peu plus loin, ça pose un certain nombre de questions, hein, des questions qui ont déjà été des questions, on va dire, politiques et législatives. Hein. Dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelait les emplois solidarité, les emplois solidarité qui étaient un vieux qui s'en va et qui laisse la place à un jeune. Il faut dire,
Xavier Gaulier, la deuxième carrière là-dessus, sur le fait que ça a très très mal marché, parce qu'en fait, les entreprises, elles en ont profité pour balancer les vieux qui coûtaient cher, puisqu'on est dans une société où entre 30 et 40% à la fin d'une carrière, c'est l'ancienneté qui paye. Hein. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés, dans les pays scandinaves, par exemple. Voilà. Et donc là, effectivement, on a une question qui est qu'est-ce qui procure du changement, et est-ce que les nouvelles générations, elles ont la capacité et la volonté de pouvoir produire du changement dans la société, mais aussi dans le travail. Donc ça, c'est un élément déterminant qui rejoint des réflexions de Bourdieu, de Pierre Bourdieu. Hein. Je vous le lis. Juste une petite phrase. Les conflits de génération opposent non point des classes d'âge séparées par des propriétés de nature, mais des habitus. Les habitus, c'est l'ensemble des conditionnements liés à ma position sociale, hein, mais des habitus produits par des modes de génération différents, des conditions d'existence qui, en imposant, et ça c'est très important, qui en imposant des définitions différentes de l'impossible, du possible et du probable, donne à éprouver aux uns comme naturelles et raisonnables des pratiques et des aspirations que les autres ressentent comme impensables ou scandaleuses, et inversement. Le possible l'impossible et le probable, qui seraient finalement, en clair, des définitions générationnelles. Et qui finalement, pour ça qu'il parle de conflit, finirait par opposer les générations. Alors, je trouve différence, mais est-ce que c'est discordance? La question est là sur ces questions générationnelles, hein, et peut-être quelque chose qui est sur l'impossible, le possible et le probable, je dirais un rapport de force qui pourrait naître entre les générations, hein, alimenté par des convictions, hein, et les médias. Donc, nous voilà avec une difficulté supplémentaire qui serait, et qui rejoint un peu Mannheim d'ailleurs, hein, en disant on a une vision qui est différente, pas totalement, mais en même temps, lui, il nous parle de décalage. Je prends un exemple parce que je sors d'une série de conférences pour des retraités. Hein, une dame, elle vient me voir et puis elle me dit oui, mais bon, vous parlez de refaire sa vie, parce que je leur avais dit qu'il y avait des sites, voilà. Ben oui, je suis un trouble-fête, moi. Et donc elle me dit oui, mais refaire ma vie à mon âge, et après 32 ans de mariage, elle était veuve, etc. Non, celle-là, elle n'était pas veuve, elle s'est fait. Son mari est parti avec une autre. Voilà. Elle est veuve psychologiquement, en fait. Voilà. Et je me dis, je vois arriver à 10-15 ans près, je vois arriver des nouvelles générations où le possible, l'impossible et le probable n'est pas du tout le même, notamment dans cette question des relations de couple, mais qui est vrai pour un certain nombre d'autres choses. Donc, autre problème des relations entre les générations, c'est qu'on vit pas, on vit dans des temps différents, dans des temporalités différentes. Je parle des temps sociaux cette fois-ci. Je reviens toujours sur une expérience la plus ordinaire qui soit, où on sort de chez soi à 8h, à 10h, à midi, à 14h, à 16h, et on ne rencontre pas les mêmes gens en fonction de l'heure à laquelle on sort. Nous vivons dans des temporalités différentes. Nous vivons dans le même temps, mais pas dans les mêmes replis du temps. Donc d'où la difficulté après à pouvoir se rencontrer. Et puis bien sûr, je ne reviens pas là-dessus, les espaces sociaux sont marqués par des générations, donc les identités générationnelles des quartiers. On ne va pas revenir là-dessus, sur la manière d'occuper l'espace, si vous voulez, on en parlera, mais ce n'est pas le problème autour de la proxémie, des espaces privés, publics, le téléphone portable, voilà. Hein. Tout ça, c'est exacerbé par des facettes économiques. On a des cartes seniors, on a des cartes jeunes, etc. Et donc, on voit bien que la société en rajoute, si je puis dire, au niveau de son organisation sociale, pour séparer les générations, avec un discours qui est de les rassembler.
Donc, je finis avec ça sur les stéréotypes sur les générations, mais je pense que l'ennemi sournois de l'intergénération, c'est bien les stéréotypes, c'est assez terrible. Hein, donc, des représentations des générations qui sont bourrées de préjugés. Hein. Moi, j'appelle ça une nouvelle forme d'astrologie. Dis-moi à quelle génération tu appartiens et je te dirai comment tu vas te comporter. C'est assez affligeant de voir ça, donc où nous pensons que sur une génération donnée, les gens ont des valeurs partagées. Alors bien sûr, ça va avoir des retentissements terribles dans le monde du travail, des intérêts semblables, des expériences identiques, etc. Donc on forme mentalement des communautés formelles et informelles, hein, avec des frontières, voilà. Donc on voit bien que ces stéréotypes, ils sont majeurs. Alors ils oscillent entre la question de l'âge et des générations, hein, mais ils ont toujours valeur de norme. Hein. On va le faire à la formule habituelle, à ton âge, d'accord, voilà, ça ne se fait pas. Hein. Donc on a à des âges des comportements spécifiques. Et puis sur les générations, alors justement, on parlait tout à l'heure, génération 35 heures, génération 35 heures. J'aime bien parce que quand on parle de génération 35 heures, on parle des jeunes. Mais ça fait un moment qu'on est en génération 35 heures. Ça fait quand même du temps. Hein. Voilà, mais on a envie de le faire payer à la génération suivante, donc on va le faire comme ça, ou génération Y, mode d'emploi, hein, qui était le titre, ça c'est 2 bouquins, génération 35 heures et génération Y, mode d'emploi, hein, qui en disent long sur les caricatures et qui sont très centrés d'ailleurs sur la question du travail. Je vous passe le deuxième, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Zapping comportemental, sentiment d'appartenance à l'entreprise chancelant, hein. Arrêt au premier obstacle, pas les miens en tout cas de gamin, hein. Ça c'est non, ça non. Hein. Allergie aux règles et à la hiérarchie, hein. Ça fait un peu froid dans le dos et je me dis, mais qui a éduqué cette génération? Qui a éduqué cette génération? Ou alors c'est une génération spontanée. Hein. Non mais il y a un truc, c'est une génération spontanée, on n'y est pour rien, nous on n'a pas vu venir. Moi, je pense que les dégâts sont vraiment là, en fait. Ils ne sont pas dans l'action, mais sont dans la représentation. Sur ces stéréotypes que l'on fait, alors, nous, on avait une autre idée. Alors, moi, j'en ai là des retraités qui me racontent ça. Nous, on avait une autre idée du travail. Et puis, quand je travaille sur la question gérontologique, on avait une autre, on respectait la vieillesse, etc. J'ai dit l'autre jour à un monsieur qui venait de fêter ses 80 ans, je lui ai dit, moi, je ne respecte pas les vieux. Je respecte des personnes. Alors il fumait. Il fumait par les naseaux. Et je lui dis non, mais moi je veux respecter les gens pour ce qu'ils sont, pas pour leur âge. Vous savez, la seule chose pour laquelle vous n'avez rien fait, c'est bien votre âge. Dites-moi ce que vous avez fait par ailleurs que le simple fait d'avoir 80 ans. Ça n'a pas plu, bon, je ne le verrai plus. Donc on a un poids normatif de ces représentations qui est assez, à mon avis, douloureux. Hein. Avec le risque en plus d'augmenter l'écart, hein, entre chaque génération et donc de s'imaginer qu'on ne peut plus rentrer en relation ou faire quelque chose ensemble, la question de la coopération, parce qu'on n'appartient pas à la même génération. Donc on a là des choses, c'est plus une vision de ces questions, un construit social, comme disent les sociologues. Moi, je pense que là où on croit percevoir des ruptures, vous savez, je pense spécifiquement à la question du travail. Alors, moi, j'entends des retraités qui me disent « Oui, mais enfin, quand même, nous, on travaillait plus. » Je lui dis « Mais qui c'est qui a voté les 40 heures ? Qui c'est qui a voté les congés payés ? Ce n'est pas les générations les plus jeunes. Chaque génération a fait baisser le temps du travail, pas simplement les plus jeunes. » Donc il y a là effectivement quelque chose qui me pose problème. Et la question de la génération, elle peut se résumer, ou en tout cas de manière lapidaire, se synthétiser de manière lapidaire avec Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit la culture, c'est un fragment d'humanité
qui présente par rapport au reste de l'humanité des discontinuités significatives. Oui, je sais. Il vaut mieux le répéter une deuxième fois. La culture, mais c'est très intéressant pour travailler sur la question des générations, la culture est un fragment d'humanité qui présente par rapport au reste de l'humanité des discontinuités significatives. Est-ce que j'ai réellement l'impression, en passant d'une génération à l'autre, de franchir une véritable marche, c'est-à-dire une discontinuité comme on peut avoir, Lévi-Strauss est un ethnologue, comme on peut avoir, parce que c'est bien une question de culture, on parle bien de culture de génération. Quand vous changez de société, vous voyagez, d'un seul coup, vous apercevez que les gens ne se comportent pas de la même manière en conduisant, à table, etc. Oui, lui, il a été obligé dans certaines sociétés de manger des migales, donc effectivement, ce n'est pas courant chez nous. Mais voilà, c'est de se demander si effectivement il y a bien un saut qualitatif qui se passe quand je change de génération. Donc, les enjeux de l'intergénération, c'est faire société. Moi, j'aime bien Castoriadis qui dit finalement, qu'est-ce qui fait que la société tient ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on reste quand même ensemble alors qu'on fait partie de générations différentes? C'est s'entraider, se sentir protégé, c'est équilibrer l'accès à la qualité de vie. Alors là on entre dans les relations du travail. Équilibrer l'accès à la qualité de vie, pour moi, c'est l'élément majeur autour du risque de conflit de génération. Les vieux qui occupent les espaces en centre-ville, les appartements que les jeunes voudraient pour venir travailler en centre-ville. J'ai adoré sur Pessac, une commune qui est juste à côté de Bordeaux, qui fait un salon pour les seniors, génial, et qui met dans son petit texte, à eux seuls, pour que les gens viennent, à eux seuls, les seniors détiennent plus de 60% de la richesse du pays et 75% habitent en maison individuelle. Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Voilà, donc on voit bien que très rapidement, on oppose les générations autour de ces questions, puis il y a le brassage des générations. Bon, je reviendrai dessus si ça vous intéresse. Donc, la question travailler ensemble entre générations. Une organisation de travail, c'est une société, c'est une micro-société. On y trouve à peu près tous les éléments nécessaires pour fonctionner comme une société. La question de la coordination, de la coopération, la question d'une vision partagée, au moins partiellement, quand on est dans une organisation de travail, et puis un sentiment d'appartenance. Chaque fois que je pense à ça, je pense aux fraiseurs de Turboméca, voilà, qui, bien qu'ils aient été des ouvriers, avaient un sentiment d'appartenance à leur entreprise qui était extrêmement puissant. Donc on a des changements permanents qui ont lieu à l'intérieur du monde du travail, comme dans la société. Le monde du travail est en effervescence au même titre que la société dans laquelle ce monde du travail fonctionne. Parce que partout et toujours, le travail, c'est une matière vivante. On oublie toujours ça, on a l'impression que les choses sont complètement chronicisées, etc. Jamais le travail s'arrête spécifiquement sur des modèles. Il continue d'évoluer en permanence. C'est une matière vivante, tout simplement parce que c'est une matière, je vais y arriver, c'est une matière vivante, c'est ce qu'on appelle la clinique de l'activité, notamment avec Yves Clos, parce que c'est sans arrêt une interaction entre le travail, l'organisation et les individus qui le composent. C'est ce que la clinique du travail appelle la norme, le genre et le style. C'est très intéressant pour cette question des relations entre générations. Qu'est-ce qui se passe? On apprend un métier à l'école, dans le système scolaire de manière générale. Donc on apprend la norme du métier. Et puis ce métier, on va l'exercer dans un lieu particulier, une organisation du travail. Et cette organisation du travail, elle fonctionne avec ce qu'on appelle un genre.
vous changez, moi, je pense au domaine dans lequel j'évolue, le secteur médico-social. Quand vous faites des formations inter-établissements avec des EHPAD, hein, les gens disent « Ah bon, mais vous fonctionnez comme ça, vous ?» C'est-à-dire, dans chaque organisation du travail, quel que soit le secteur d'activité, on ne fonctionne pas, même si c'est strictement le même secteur, de la même manière, juste à côté. Ça fait penser à l'ingénieur en chef de Dassault, avec lequel j'ai travaillé pour faire une histoire de l'aéronautique dans une question de mémoire collective, hein, qui disait, mais en fait, tout était normé. Hein, tout était normé, on avait toutes les normes, etc. Hein, mais en fait, après, on s'apercevait qu'il y avait un genre particulier dans chaque atelier et qu'il y avait encore des gens qui apportaient des choses nouvelles qui n'étaient même pas normalisées, c'est-à-dire qui n'apparaissaient pas dans les procédures écrites, hein, qui était le petit coup, comme je suis en train de le dire, le petit coup de pouce avec un peu de graisse dessus sur la vis parce qu'on savait que celle-là, éventuellement, etc. C'était même plus. Donc, une sorte, on en vient à quelque chose qui est intéressant, une sorte de savoir-faire. Hein, et donc, le travail, il évolue sans arrêt parce que la norme qu'on apprend à l'école, elle évolue. Hein, le style, il change en fonction des individus qui rentrent à l'intérieur, donc les nouveaux entrants, qui peuvent être des jeunes et des vieux d'ailleurs, hein, et qui sont plus souvent des jeunes que des vieux. Et donc, après, le style de chacun qui vient sans arrêt essayer, je dis bien essayer, d'impacter le genre qui fonctionne dans l'organisation du travail où je suis. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel, hein, sur du fonctionnement du travail, hein, c'est-à-dire, finalement, une équipe, une organisation de travail, elle se nourrit sans arrêt, qu'elle le veuille ou non, des nouveaux entrants. Je pense aux aides-soignantes en particulier dans les EHPAD, les choses reviennent, c'est toujours à peu près la même chose, mais enfin, c'est « Ah bon, tu les laves de haut en bas, moi je les lave de bas en haut, etc. » Et on revient, mais moi je l'ai appris comme ça à l'école. « Ah bon, tu l'as appris comme ça ?» Mais nous, de notre temps, on va voir que ça impacte cette question des générations au travail. On ne l'apprenait pas comme ça, etc. Donc la norme change, le style change, et les genres changent, et les styles sont toujours différents, puisque le même individu qui aura travaillé sur 3 ou 4 lieux différents, hein, va modifier son style en fonction du genre aussi, parce que ça va dans les deux sens. Pour fonctionner. Donc on est bien sur une question qui est celle du collectif du travail. Hein, quelle manière on fait le lien entre les différents métiers à l'intérieur d'une organisation du travail. Donc, comme Yves Clos joue là-dessus, sur le travail collectif et le collectif du travail, qui n'est pas la même chose. On peut travailler collectivement, mais ce n'est pas encore un collectif du travail s'il n'y a pas de coopération. Donc on voit bien que, du coup, l'organisation commune du travail, elle est contrainte et impactée par chaque personne qui rentre à l'intérieur de cette organisation. Alors on nous dit, et elle va être impactée justement en fonction de ces générations qui sont différentes les unes des autres. Hein. Alors génération, bon, elle n'y est plus, elle est au boulot, enfin si dans certains endroits. Génération née avant 1946, voilà, qui a vécu de grands bouleversements économiques, etc. Donc à chaque fois, on leur attribue des valeurs, c'est des points. Vous sortez, vous avez des points dans la poche, hein, puis il y a, de l'autre côté, vous avez ce que vous avez perdu, hein, les aspects négatifs, alors le sacrifice, l'effort, le conformisme, le respect de la loi pour cette génération-là, hein. L'autorité, la patience, etc. Les baby-boomers, bon, j'ai essayé de trouver que des choses positives puisque j'en fais partie. Qui ont connu une génération prospérité économique, hein, l'optimisme, l'esprit d'équipe, je trouvais ça bien, très bien, la recherche de gratification personnelle, la santé, le bien-être, je ne sais pas ce que ça vient faire, et l'implication. Voilà, la génération X. Hein. Génération X, c'est 40-55 ans, 61-79, grosso modo, donc besoin d'indépendance, autonomie, contrôle du temps, fort esprit d'entreprise. On voit bien que c'est des qualités, il va falloir les mêler, ces qualités, en fonction des générations. Hein. Mais une plus faible, alors on arrive sur les générations jeunes qui s'en prennent plein les dents, voilà. Hein, une forte implication dans la résolution de problèmes, mais une faible loyauté envers l'organisation et les gestionnaires. Voilà. Plus ouvert à la diversité culturelle, aisance avec la technologie, bon ça c'est complètement éculé. Génération Y, qu'on appelle aussi écho des boomers ou Internet, je vous le dis, si dans un cocktail vous en avez besoin. Donc les 37-17 ans, j'aime bien déjà de faire d'une seule génération les 17-37 ans. Bon, je sais pas.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'optimisme, le devoir civique, la confiance, tout ça par rapport à la notion de travail. Très bien. Mais en fait, quand on regarde, maintenant on va passer, ça c'est la descriptive, quand on passe aux études, qu'est-ce qu'on voit? Aucune de ces descriptions n'a été vérifiée scientifiquement. Rien. On n'a aucune vérification établie sur ces comportements qui seraient spécifiques à des générations, et qui, le problème, c'est que ça conduit à des injonctions de comportement. Ben oui, si on me dit que la génération X ou Y, si j'en fais partie, ou la génération baby boomer, elle est comme ça, nécessairement, c'est aussi une injonction sociale qui m'arrive, avec des risques d'ailleurs de brouillage de conduite et puis de relations de travail difficiles. C'est Tania Sabat qui dit, donc une des spécialistes de la question de génération et travail, qui dit: les chercheurs aujourd'hui ont été incapables, malgré la diversité des cadres analytiques et des recherches, d'identifier clairement des différences entre les générations. Il y a eu une méta-analyse en 2012, une méta-analyse, c'est on reprend toutes les études qui ont été faites sur les générations, on regarde, et on s'aperçoit que c'est le brouillage le plus complet. J'avais dit que je mettrais du désordre dans vos têtes, je crois que je vais y arriver. Donc elle parle de carences théoriques, d'affirmations finalement liées à la presse populaire, je cite, substitution d'hypothèses de travail avec des questions de recherche, etc. C'est le bazar le plus absolu. Il n'y a rien dans les études récentes qui est intéressant scientifiquement. Aujourd'hui, sur les hypothèses, on se dit que peut-être il y a deux hypothèses intéressantes. La première, c'est que en fait, il y aurait bien des différences entre les générations, mais que ces différences seraient complètement instrumentalisées par les organisations de travail. On va le voir. Par exemple, la politique du 109. Et la seconde hypothèse, c'est marrant, ça me fait, à chaque fois que je pense à ça, je pense à Michelin, parce que je pense aux entreprises paternalistes. La seconde hypothèse, ce serait qu'en fait, les modèles de relations intergénérationnelles de la vie privée, en clair, les modèles familiaux, seraient importés dans le monde professionnel et impacteraient les relations qu'il y a entre les générations à l'intérieur du travail. Donc un ordre hiérarchique, ça reste des hypothèses. Donc, pour pouvoir affirmer que, comme tous ces bouquins qui sortent, tous ces articles, pour pouvoir affirmer que les générations n'ont pas les mêmes valeurs par rapport au travail, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que ces valeurs. Or, aujourd'hui, les chercheurs, ils disent, c'est le brouillard absolu. C'est quoi? Je vous cite, l'importance accordée aux bénéfices secondaires, comme le pouvoir social, c'est ça les valeurs du travail. La possibilité de mettre en œuvre des compétences, notamment la créativité, la motivation, l'affirmation de soi, le dépassement de soi, le pouvoir, la sécurité, c'est quoi les valeurs du travail pour chacun de nous? La stimulation, l'autoréalisation. On voit bien que non seulement on a un grand nombre de valeurs qui sont liées au travail, mais en même temps, elles ne sont pas hiérarchisées. Donc, le problème méthodologique, il est là, si vous voulez, c'est qu'elles ne sont ni articulées, ces valeurs, ni hiérarchisées. Donc, quand on me dit qu'il y a une génération qui finalement donne moins de valeur, la génération X ou Y, au travail que les générations précédentes, moi, je ne sais même pas de quoi on parle. Quelques études et résultats. Une autre méta-analyse, d'ailleurs de 2010, l'âge ou l'ancienneté, indépendamment de l'appartenance générationnelle, peuvent expliquer toutes les différences observées dans la satisfaction au travail. Donc ce n'est pas la génération qui compte, ce serait l'âge ou l'ancienneté. On en a une autre sur une étude qui vient du Québec, qui nous dit, en fait, sur 1000 personnes, études sur 1000 personnes, dans différents secteurs d'activité, on trouve finalement des valeurs au travail à peu près semblables d'une génération à l'autre. Bon, donc on ne va pas pouvoir s'en sortir avec ça, il va falloir trouver autre chose. Et puis d'autres recherches qui nous disent, mais en fait,
On trouve des différences d'attitude entre les générations, mais on trouve des différences d'attitude vis-à-vis des valeurs du travail beaucoup plus importantes à l'intérieur d'une même génération. Donc les différences intragénérationnelles seraient aussi importantes que les différences intergénérationnelles. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Voilà. Et finalement, on nous dit, ben oui, mais bon, les différences entre les personnes, elles peuvent être liées à l'âge, à l'expérience, au statut professionnel, au niveau de l'éducation, à la charge familiale, etc. Bon, pour l'instant, on ne sait rien. Et puis, bien sûr, quand on parle de génération au travail, on parle de la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se transmet? Qu'est-ce qu'on a envie de se transmettre d'une génération à l'autre? Donc, on a deux choses essentielles. D'un côté, les savoirs. On va le mettre comme des connaissances théoriques. Et de l'autre côté, des savoir-faire, c'est-à-dire des habiletés, des tours de main, qui nous permettent de réussir à résoudre un certain nombre de problèmes, etc. Donc on a bien des... Quand on regarde la transmission appliquée au savoir, on s'aperçoit qu'en fait, ce que nous disent les gens qui sont interviewés, c'est en disant oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont transmises à l'intérieur de mon organisation de travail d'une génération à l'autre. Mais en fait, elles mettent en évidence, ces personnes interviewées, le fait que c'est plus le relationnel que j'ai avec la personne que véritablement les savoirs qui sont les plus importants dans la transmission. On va y revenir. Donc l'expérience n'est pas synonyme d'avancer en âge. Non. Ben non. On peut avoir un jeune qui a déjà, à 28 ans, qui a déjà vu 4 ou 5 situations professionnelles, et on peut avoir un chronique, comme moi par exemple, qui, durant toute sa vie professionnelle, n'a pas changé de boulot. C'est quoi l'expérience? Donc on voit bien qu'on ne peut pas le poser en termes d'âge et de génération. Et c'est ce que dit Delay en disant, en fait, la confusion entre ancienneté et expérience ouvre des tas de malentendus sur les générations au travail. Parce que si je pense que c'est l'âge ou l'ancienneté qui fait l'expérience, du coup, j'imaginerai une transmission dans un seul sens. Reste à savoir si ce que je veux transmettre, c'est de l'expérience ou est-ce que c'est du savoir. Donc, là, par exemple, il y a des expériences, c'est tout ce qui touche au tutorat, dont on parlait tout à l'heure. C'est tout ce qui touche au tutorat. Alors, il y a eu des législations autour de cette question du tutorat qui sont intéressantes. Donc, il y a plein de chercheurs qui ont bossé là-dessus. Dans le bâtiment, 20% des tuteurs sont âgés d'au moins 49 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, les tuteurs sont jeunes, très jeunes. Dans la branche de l'aide à domicile, le texte qui a été fait dans le cadre de la convention collective dit le tutorat est un échange réciproque d'expériences et de connaissances. Donc déjà, on n'est pas sur un flux descendant, on est sur un double flux ascendant et descendant. Et en même temps, on voit apparaître dans les différentes branches professionnelles, sur cette histoire sur les accords qui ont été signés autour de cette question du tutorat, c'est transmettre quoi? C'est des savoirs techniques pour certains, des connaissances de métiers particuliers, des connaissances particulières de métiers, sur du savoir-faire, etc. On s'aperçoit effectivement que ça, c'est le BTP, par exemple. Et sur la branche de l'aide à domicile, en fait, le texte qui a été formulé pour la convention collective, c'est de dire c'est moins des savoirs techniques que des attitudes plus générales liées à l'expérience. Capacité de recul, d'acuité, de compétences techniques renforcées des seniors. Alors là, on revient sur la question de c'est les plus anciens qui possèdent de l'expérience. Donc, on voit bien, là, c'est complètement descendant sur les branches d'aide à domicile. Donc, on voit bien effectivement qu'on est obligé de revenir sur une idée qui serait vieux, ancien, avec des connaissances plus importantes que les générations les plus jeunes. Si on regarde, je vais passer là-dessus,
c'est la théorie de l'échange, mais c'est intéressant, c'est que c'est des travaux de sociologues, je pense à Constante Perrin-Joly, qui dit, en fait, il ne faut pas regarder le contenu concret de ce qui est transmis. Ce qu'il faut regarder dans la théorie de l'échange, c'est l'échange symbolique. C'est un peu ce que je disais précédemment. C'est-à-dire, elle nous dit que, en fait, c'est la valeur symbolique des biens échangés qui compte plus que les biens eux-mêmes. En clair, c'est la reconnaissance de ceux qui reçoivent le savoir. Je suis heureux d'avoir été formé, ça apparaît dans plein d'études, ça. Et la croissance du prestige de ceux qui transmettent. Donc on est sur une relation, on est sur du relationnel et sur du symbolique, plus que la connaissance elle-même. Finalement, une sorte de reconnaissance réciproque qui se fait entre celui qui donne et celui qui reçoit. Mais on est déjà sorti de la question purement générationnelle. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions et des conflits? Ben oui. Il y a de la compétition entre les générations, nous dit-on, mais comme je le disais tout à l'heure, la quasi-totalité des études nous disent exacerbée par les organisations du travail, par les directions d'entreprise. C'est-à-dire, finalement, les jeunes sont vus comme une accélération du changement dans les entreprises. Donc, à partir de là, il y a des stratégies d'entreprise qui est qu'on ne mélange pas les jeunes et les vieux, donc anciens et nouveaux, si je puis dire, pour éviter justement qu'il y ait collusion entre les deux, entre des jeunes qui sont censés produire du changement et des vieux qui sont censés éviter tout changement. On est pleinement dans les représentations. Mais ça marche. En ce sens, quand je dis ça marche mal, mais il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça. Donc qui finalement modélisent le conflit entre les générations. Donc, autre chose tout à fait intéressante dans les études qui sont faites autour des générations au travail, c'est la question, et autour du conflit des générations, c'est la question du différentiel de bagage scolaire. Très intéressant. C'est-à-dire de quelle manière une entreprise, une organisation de travail, on va le dire plus généralement, une organisation de travail reconnaît un bagage spécifique et comment elle le valorise. C'est ce qu'on appelle le capital scolaire institutionnalisé, c'est-à-dire les diplômes que je possède. Alors là, il y a plein d'études autour de ça, sur le fait que c'est ce qu'on appelle la politique du 109, d'ailleurs une enseignante de sociologie de Nantes qui travaille là-dessus, sur la politique du 109, c'est-à-dire faire reposer la totalité des espoirs de changement de l'entreprise sur les jeunes générations en gérant différemment les carrières, c'est-à-dire on met de l'avancement dès le départ, ou éventuellement avec les questions de recrutement. Ça nous renvoie à Bourdieu sur un article très connu, enfin en tout cas des sociologues, mais la jeunesse n'est qu'un mot. C'est un excellent article qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été publié en 1978. Et d'ailleurs, il dit à un moment donné dans l'article, moi je l'utilise alors pour la vieillesse après, c'est l'âge est une donnée socialement manipulée et manipulable. Voilà. C'est-à-dire on en fait dire plus à l'âge qu'il ne peut en dire lui-même. Et donc, dans cet article, La jeunesse n'est qu'un mot, il nous dit, en fait, il faut repartir de la question du bagage scolaire. Parce que le bagage scolaire, ça a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est un puissant unificateur de la jeunesse. Ce qu'il appelle la massification scolaire, c'est-à-dire le fait qu'on fait de plus en plus, les études durent de plus en plus longtemps, et en même temps, comme les études durent de plus en plus longtemps, alors là je suis vraiment Bourdieu à 100%, c'est qu'en fait aujourd'hui, hier vous aviez besoin, avant-hier vous aviez besoin d'un CAP pour travailler, ensuite on a eu besoin d'un brevet professionnel, ensuite on a eu besoin d'un bac professionnel, maintenant si vous n'avez pas une licence professionnelle, pour ne pas dire un master, vous ne pouvez plus trouver de boulot. Donc il y a comme ça une sorte d'inflation des parcours scolaires, qui est, comme dit Bourdieu, un puissant facteur d'unification de la jeunesse,
mais en même temps qui va être une confrontation redoutable entre les générations qui sortent du système scolaire, hein, puisque chacun va avoir pour objectif de valoriser ses propres diplômes. Donc, Bourdieu nous dit, en fait, la véritable difficulté qu'il y a aujourd'hui, il n'est pas le seul d'ailleurs, hein, je pense à Misset, puisque je parlais de la nantaise, c'est qu'en fait, on est plus dans un rapport, hein, à l'expérience et au diplôme que dans un rapport aux générations. Donc les conflits de génération seraient en fait des formes de conflits autour des capitaux scolaires des individus. Et alors c'est vrai que quand on lit les études qui sont faites, c'est assez flagrant sur cette histoire, hein, autour de cette opposition qui peut être intergénérationnelle, hein, autour de cette question de ceux qui sont là, ceux qui sont montés dans les classifications par ancienneté et ceux qui vont y arriver par les diplômes. Donc on va se trouver avec des gens qui sont sur les mêmes coefficients et qui n'ont pas eu les mêmes parcours. Ne pouvant dire qu'ils sont chefs parce qu'ils sont anciens, les vieux invoqueront l'expérience associée à l'ancienneté, tandis que les jeunes invoqueront la compétence garantie par leur titre. Donc le conflit, c'est un conflit de bagage scolaire, hein, ou de bagage d'expérience, et non pas nécessairement simplement un conflit de génération. Donc là-dessus, d'autres chercheurs, hein, et puis c'est ce que dit aussi, je crois que c'est Misset aussi qui dit ça, c'est de dire, en fait, en même temps, ça diminue la valeur des diplômes que j'ai eus hier pour les générations qui sont là depuis un moment, hein, par anachronisme en quelque sorte, puisqu'on me dit que mon BEP aujourd'hui, il vaut rien. Voilà, alors que j'ai souffert pour l'avoir, hein, et que j'ai travaillé avec ce diplôme. Donc on a bien quelque chose effectivement qui pose un souci sur ce bagage différentiel, hein. Mais d'autres chercheurs nous disent, mais ce bagage différentiel, on va le retrouver quand même en intragénérationnel également, hein, parce qu'on va trouver dans l'entreprise, on va trouver des diplômés et des non-diplômés de même âge, hein. On va trouver des différents types de diplômes. On va trouver des différents types de filières professionnelles, on va trouver des réseaux et des cliques professionnelles différentes, et puis on va trouver le conflit homme-femme éventuellement, ou mobile, non-mobile, etc. Donc on va l'avoir aussi. Mais il y a bien, à mon avis, plus qu'une question de génération dans l'entreprise, cette question de la valorisation de mes compétences et de mon expérience professionnelle de manière très différenciée. Le contrat de génération, loi de 2013. Qui construit des catégories. Le contrat de génération, la loi de 2013, elle dit qu'il y a des jeunes, d'un côté, et de l'autre côté, il y a des salariés âgés ou des seniors. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, c'est intéressant par rapport au contrat de solidarité dont je parlais tout à l'heure, c'est de dire, aujourd'hui, c'est plus de les faire travailler ensemble que de faire disparaître les vieux pour mettre en place les jeunes. Donc on n'est plus sur l'idée qu'ils sont substituables, mais sur l'idée qu'ils sont complémentaires au niveau de leur bagage et de leur expérience scolaire. 5 minutes. Allez. Qu'est-ce que je vais vous dire en 5 minutes? Justement, peut-être ce point qui, pour moi, est le plus heuristique, c'est celui qui est le plus capable de nous dire ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle les générations au travail. En fait, oublions les générations socio-historiques dont on a parlé tout à l'heure, hein, elles ne seraient pas très valides finalement. Mais par contre, ce qui me paraît très intéressant, c'est les études qui sont faites aujourd'hui sur les générations au sein de l'organisation. En clair, je suis dans une organisation de travail, je suis dans une entreprise. Ce n'est pas ma génération d'origine, baby-boomer, qui fait ma position à l'intérieur de cette organisation. C'est ce que j'ai vécu à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, ça je trouve ça, je pense toujours aux EHPAD, moi, parce que je ne peux pas penser différemment, mais l'idée, c'est qu'en fait, les générations, elles sont des générations d'entreprise et non pas des générations sociales. C'est-à-dire, c'est des événements qui se sont passés à l'intérieur de l'organisation de travail qui va déterminer des générations.
Je vais vous dire, moi je pense à des établissements ou à des services, il y a ceux qui ont connu l'ancien directeur et ceux qui ne l'ont pas connu. Et ça fabrique deux générations qui sont quelquefois très étanches en disant « mais tu sais pas ce qui s'est passé avant, tu sais pas hein ». Donc effectivement, je trouve ce positionnement de l'idée que la génération, en fait, ce serait une génération d'institutions, d'organisation, et non pas une génération sociale qui primerait, hein, si on veut travailler sur la question, si on veut bien sûr se centrer sur la question du travail. Mais je trouve que c'est quand même très pertinent, moi, quand je vais sur des équipes, dans les établissements et dans les services, c'est de dire, moi je pense à une loi qui est importante sur le secteur médico-social, qui est la loi du 2 janvier 2002, il y a ceux qui ont connu avant, il y a ceux qui ont connu après. Hein. Et effectivement, ils disent, mais tu ne peux pas savoir comment on travaillait avant. Et donc, ces gens-là, ils peuvent avoir 20, 30 ans de différence en ayant le sentiment d'appartenir à la même génération de l'organisation. Et ça me paraît pertinent. Il y a une étude qui a été faite avec la Poste, puisque la Poste est passée au 1er janvier 1991, est devenue une entreprise publique. Et c'est comment, en changeant de statut, on a fabriqué à l'intérieur une nouvelle génération qu'on va appeler les contractuels, hein, par rapport à ceux qui étaient fonctionnaires. Avec des gens qui ont une idée de l'organisation et une idée de la manière d'exercer le métier à l'intérieur de l'organisation qui sont très opposés, en fait, puisque certains se reconnaissent comme étant d'abord postiers, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas leur métier, ils reconnaissent leur appartenance à l'organisation, et les autres se reconnaissent à travers des métiers parce que les contractuels, ils sont recrutés à travers un BTS, donc à travers un métier spécifique qu'ils exercent. Et cette idée de naissance de génération au travail, elle me paraît aujourd'hui beaucoup plus pertinente que ce qu'on voit à travers la question des générations sociales. Une nouvelle identité professionnelle qui arrive, ou une nouvelle manière de travailler qui va arriver avec une loi, avec une nouvelle direction, etc. Et là, je crois qu'on tient des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, des lignes de partage qui se créent à l'intérieur d'une organisation de travail. Cocteau disait, la superstition, c'est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. Moi, je pense qu'on est très proche de la question générationnelle avec ça. Hein. Et je crois qu'on a un travail de nettoyage à faire autour de ces catégories de génération, plutôt se polariser sur cette question des organisations de travail et de voir comment, à l'intérieur de ces organisations, puisque finalement une opposition de génération entre des gens qui travaillent dans des organisations différentes, on s'en fiche, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir comment je vais pouvoir faire en sorte que les gens à l'intérieur d'une organisation de travail coopèrent malgré leur âge, malgré leur ancienneté, et en fonction de formations qui ne sont pas identiques. Voilà. Merci. Voilà, finalement, donc le conflit de génération n'existe pas. Il existe, mais il peut se... Enfin voilà, c'est dans l'entreprise que les choses se déterminent. Il existe, mais il est construit sur des représentations et pas sur des réalités. Alors, qui veut intervenir, poser une question, demander une précision? Ah, monsieur Amiot, vous les avez tous assommés. Ah non, ça y est, c'est parti. C'est parti. Bonsoir, Manuel Dainas du Conseil de développement. J'ai l'impression que tout ce que vous dites, ça s'applique surtout à la société française. Est-ce que vous avez étudié d'autres sociétés? Je vous pose cette question parce que dans ce que vous dites, le diplôme initial a un poids énorme. Or, la France est un des pays où le diplôme initial a le plus de poids. Où le diplôme initial a le plus de poids. Comment ça se passerait dans des pays où ce qui compte, c'est la compétence à un moment donné et non pas un diplôme de connaissance? Alors bon, sur ce que je connais, il y a pas mal d'études sur ce dont j'ai parlé. Il y a des études qui sont des études européennes. Et puis je vous ai parlé aussi de Saba, qui est une Canadienne et qui donc a travaillé sur l'Amérique du Nord. Donc on est sur des choses. Saba, elle dit à peu près la même chose par rapport à ça, en sachant qu'au Canada, on est quand même beaucoup plus sous-diplômé. Il y a encore des difficultés générationnelles importantes. On est beaucoup plus sous-diplômé qu'en France. Moi, je pense que c'est pas nécessairement que... Parce que comment on fabrique des diplômes? Bon, avec des technocrates, mais pas simplement. Pour faire changer un métier,
à un moment donné, on s'aperçoit que les pratiques professionnelles sont décalées par rapport... Alors, il y a toujours un décalage énorme. Moi, je pense par exemple au métier du soin, que je connais bien. Hein. Le temps qu'on s'aperçoive que sur le terrain, les choses ont nécessairement changé, qu'on prenne en compte ce dont je parlais tout à l'heure, hein, et qu'on fasse un feedback pour modifier les formations. Je pense par exemple à la formation des médecins. Hein, comment faire entrer de la psycho dans la formation des médecins. Hein. Bon, entre le moment où on décide que ce serait bien de le faire et le moment où ça arrive, il va s'écouler 10 ou 15 ans pour qu'il y ait un feedback. Mais toujours, enfin, ou souvent, hein, ce qui est fait en formation, en modification de formation professionnelle, ça arrive aussi de l'expérience. Donc on ne peut pas complètement opposer la question de l'expérience et la question des diplômes. On peut pas l'opposer. En France, on a peut-être des niveaux d'études, moi je pense aux pays scandinaves, le niveau d'études est extrêmement élevé. Hein. Ce qui va changer sur les pays scandinaves, c'est plus l'évaluation professionnelle. On va faire des évaluations régulières, il y a des dispositifs d'évaluation professionnelle qui se font. Hein. Contrairement à nous, eux, ce qu'ils gagnent, ils le gagnent par évaluation de l'expérience, alors que nous, on le gagne en ancienneté. On n'a pas de système, il faut bien reconnaître, on n'a pas de système d'évaluation des pratiques. On a des organisations de travail qui font un peu des trucs ici parce qu'ils en ont besoin, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on ait un système institutionnalisé d'évaluation des pratiques professionnelles et qui vous donne des points. Oui, monsieur, allez-y, dites-moi. Oui, c'est pour ça que je dis, ça se fait. Moi, je parle d'institutionnaliser. On n'a pas un dispositif aujourd'hui. Moi, quand je parle des pays scandinaves, je parle d'un système qui est institutionnalisé au niveau de la nation. Après, il y a des entreprises effectivement qui font de l'évaluation, etc. On est d'accord, mais on ne peut pas dire que ce soit un modèle généralisé en France, l'évaluation des pratiques professionnelles. Que ce soit dans le public ou dans le privé, d'ailleurs. Je ne parle même pas de la fac, où il n'y a pas du tout d'évaluation, donc des pratiques professionnelles. Où je pense, j'ai une sœur qui est proviseure, elle me dit oui, ben, bien sûr, je suis obligé de rencontrer chacun des salariés, etc. Et de toute façon, je suis obligé de lui donner des points, autrement je vais avoir les syndicats sur le dos. Voilà, et donc ça se passe comme ça, mais ce n'est pas une véritable évaluation sur le terrain de pratiques professionnelles. Je dis ouais, ben ça s'est bien passé plutôt, etc. Moi, je le vois avec mes propres salariés. Bon, oui, je me dis oui, ben ça s'est bien passé, etc. Mais bon, et en plus, si vous voulez, dans un certain nombre de conventions collectives, si vous voulez faire de l'avancement, il y a de l'avancement au point dans certaines conventions collectives, mais pas dans toutes. Hein. Vous ne pouvez même pas le faire. Vous êtes obligé, voilà, la personne, elle a son diplôme, et c'est le diplôme qui détermine sa place dans la classification des personnels. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de chercheurs en disant, voilà, on ne peut pas jouer suffisamment sur expérience plus diplôme, c'est compliqué. Oui, c'est plus une remarque qu'une question. Si je comprends bien, on a essayé de voir si le mot génération était un mot qui permettait de segmenter des groupes dans les organisations du travail qui sont soit en coopération, soit en conflit, etc. Et j'ai compris que vous aviez démontré qu'en fait, ce n'est pas du tout le bon terme. En plus, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Moi, ça m'appelle la remarque qui reboucle avec votre intervention précédente. Et moi, je me demande si ce n'est pas plus la question du temps, quelque part, qui segmente la façon dont les gens travaillent ou coopèrent ou sont en conflit dans le travail. Je pense par exemple que les hommes et les femmes ne travaillent pas de la même façon, en particulier sur des périodes. Par exemple, entre 30 et 45 ans, on sait bien que plus majoritairement les femmes ont en charge la gestion quotidienne des enfants, par exemple. Et du coup, souvent, elles arrivent très tôt au travail. Alors, je parle du monde du travail où les gens ont une forme de liberté, hein, ce qui n'est pas le cas partout. Mais elles arrivent très tôt au travail et elles partent aussi tôt parce qu'il faut récupérer les enfants. Du coup, ça segmente des groupes qui ne sont pas forcément générationnels au sens où l'entendent les chercheurs, hein, mais l'organisation du temps. Et puis, les hommes du même âge, eux, ils vont prendre du temps le soir, donc faire des réunions, donc, etc. Et là, on segmente des choses. J'ai vécu aussi en travaillant avec des DRH, par exemple dans une grande banque que je ne citerai pas, des actuaires. Il y a beaucoup d'actuaires, etc. Ces gens-là, ils arrivaient à midi, parce que de toute façon, ils avaient des objectifs de travail, il fallait qu'ils produisent des choses. Ils partaient à 22h le soir, ils rencontraient personne d'autre dans l'entreprise. Tout le monde se plaignait pour le coup d'un espèce de conflit, qui n'était pas forcément un conflit de génération, mais un conflit de mode de fonctionnement avec le temps, qui était complètement différent. Et je me demande du coup si ce n'est pas plus cette variable de l'utilisation du temps qui crée des groupes et des modes de fonctionnement différents, plus que des générations, quoi. Oui, alors il y a tout un tas d'études sur les
les tensions au travail, donc continuité, discontinuité, vous en parliez, la question temporelle, la question femme, il y a plein de raisons de tension. Moi, je reviens à la question du collectif de travail. Si les actuaires, finalement, ils ont un travail qui ne les oblige pas stricto sensu à être en relation avec les autres, c'est-à-dire on peut laisser le rapport à un endroit, puis il y a quelqu'un qui va le récupérer, etc. Donc, pour moi, il ne participe pas à un collectif de travail. Donc, il peut y avoir une tension parce qu'on peut avoir l'impression, par exemple, que en fait, il se la coule douce parce qu'on ne voit jamais quand est-ce qu'il travaille, etc. Parce qu'il y a ça aussi dans la question des discontinuités puis des emplois, c'est-à-dire voilà, en disant, on a l'impression qu'on travaille plus, nous, parce qu'on est sur tel poste. Je pense sur les établissements médico-sociaux, c'est flagrant. Sur l'équipe de jour, l'équipe de nuit, c'est assez terrifiant. C'est toujours la même chose qui revient, c'est-à-dire les autres, ils foutent rien. On le voit bien, c'est-à-dire entre ceux qui dorment le jour, etc. Voilà. Donc la difficulté, si vous voulez, et c'est ce que dit, j'oublie son nom du coup, c'est pas Yves Clos, c'est l'autre, sur le fait qu'en fait, on ne travaille pas sur le travail. Dans beaucoup d'organisations de travail, on discute technique, on règle des problèmes pratiques, mais on ne discute pas, c'est Christophe Dejour, on ne discute pas du métier, c'est-à-dire de manière informelle, c'est-à-dire sur qu'est-ce que c'est le métier que je suis en train d'exercer. Et ça pose d'énormes problèmes, si vous voulez, parce que du coup, s'il y a plusieurs personnes qui exercent le métier, ça pose des problèmes entre les individus qui exercent le même métier, mais ça pose aussi, dans ce dont je parlais tout à l'heure, sur les collectifs de travail, notamment sur ce qu'on appelle les espaces intermétiers. Si vous avez 5 ingénieurs dans la même entreprise qui travaillent et qui ont une vision différente du métier qu'ils exercent, à l'intérieur de l'organisation, ils vont être en relation avec d'autres métiers autour, de manière à chaque fois différenciée. Et là, on arrive à des choses qui sont des tensions, voire des conflits entre les personnes et les groupes professionnels et les métiers. Oui, Bruno Des, conseil de développement. Moi, je ne parlerai pas du travail parce que je ne travaille plus d'abord. Mais je parlerai plutôt d'un marqueur socio, loisirs, art. Alors, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas la littérature, ce n'est pas le cinéma nécessairement, mais à mon avis, c'est la musique. La musique, notre génération, baby boomer, on a commencé à écouter de la musique. Alors, ça peut être yéyé, rock, blues, enfin, etc. La génération de nos parents n'écoutait pas la même musique. Mais je me demande si aujourd'hui, ce marqueur, qui est la musique, n'est pas un peu brouillé. Quand on voit par exemple les Stones qui sont toujours là à 75 ans, au fond, finalement, oui, voilà, je me demande si ce n'est pas brouillé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un marqueur des générations. C'est un marqueur, mais alors sur des générations, je faisais allusion tout à l'heure de manière avec mes filles sur des choses extrêmement courtes, si vous voulez. La différence, c'est vous parlez des Stones, on a Aznavour qui nous a lâchés. C'est des gens qui ont des carrières qu'on trouve quasiment plus sur les nouvelles générations. Le temps, moi je vois, j'ai une gamine à la maison de 13 ans. Au bout d'un an, les chanteurs dont elle parlait, ils ont déjà disparu, ils n'existent plus, elle n'en parle même plus, c'est fini, etc. Donc vous avez le brouillage, il est plus là, à mon avis, que sur le fait. Les Stones, je ne suis même pas sûr que si je lui posais la question, qu'elle sache, peut-être comme elle fait de l'anglais, elle va penser que je suis en train de lui parler anglais, mais autrement, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse les Stones. Elle a entendu parler de Johnny parce que mais je ne pense même pas qu'elle connaisse parce que alors les parents écoutent des chansons, donc on a un décalage. Là, on est dans du transgénérationnel, avec les parents qui ont écouté des musiques et qu'on a encore dans l'oreille. L'autre jour, c'est une amie qui me dit, c'est marrant, j'étais obligé de demander à mon père parce que j'ai l'impression qu'il écoutait tout le temps du Brassens, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, et puis en fait, son père lui a dit, non, j'en ai jamais écouté, je ne sais pas où elle a entendu ça, mais voilà, il y a l'idée que si c'est une musique qui ne m'appartient pas, ça doit être celle de mes parents. Et puis on a aussi celle de nos enfants après qu'il faut prendre en compte. Donc oui, la musique c'est un marqueur, mais vous en avez plein d'autres de choses. Vous parliez de l'art par exemple. Oui, vous avez l'avantage de la musique dans les arts, c'est que c'est permanent. On écoute. D'ailleurs, c'est quand même une particularité, c'est qu'on a tout le temps un fond sonore. Alors, je
je regardais dans le train tout à l'heure, vous ne pouvez même plus parler à quelqu'un parce qu'ils ont tous des oreillettes. Donc, voilà, donc on écoute beaucoup de musique, donc effectivement, c'est un marqueur social vraiment très populaire en fait. Contrairement à d'autres marqueurs qui peuvent être l'habitat ou des choses comme ça, où on n'habite pas de la même manière. Voilà, mais c'est un marqueur très visible. Il y a le marqueur vestimentaire. Marqueur vestimentaire quand même s'il y a le jean qui a traversé à peu près toutes les générations, sauf qu'après, il faut l'avoir râpé, puis après, il faut l'avoir déchiré. Donc ça, après, c'est juste une question de décalage, voilà. Il faudra penser à le déchirer plus tard. Voilà, mais en dehors de ça, vous avez aussi des marqueurs de ce type. Il y a des générations longues de ce point de vue-là, il y a des générations courtes. Il y a des choses qui durent. Le jean, par exemple, on peut dire que ça a traversé quoi quasiment presque de... Oui, peut-être pas mes parents, non. Et encore. Moi, je connais des gens qui ont... Hein? C'était le bleu de travail, mais ça, c'est autre chose. Le bleu de travail, c'est autre chose. Le jean, c'est un tissu particulier qui, comme vous le savez, en fait, c'est les Américains qui nous l'ont piqué, puisqu'en fait, le tissu du jean, c'est un tissu qui vient de Nîmes. Voilà, normalement, c'était un tissu français, on s'est fait piquer le truc. Bon, les générations anciennes n'ont pas su vraiment... c'est des mauvaises générations, ça. Jean-Yves Fayard, conseiller de développement. Ouais, je voudrais revenir sur deux dispositions que vous avez évoquées rapidement, là, le contrat de solidarité et le contrat de génération. Donc le contrat de solidarité, effectivement, il a fait long feu puisqu'il s'agissait de dire à un vieux « tu dégages », à quelles conditions, il y a toujours un point d'interrogation, pour laisser la place à un jeune et éviter l'augmentation de la courbe du chômage des jeunes. Donc ça n'a pas pris. Par contre, effectivement, le contrat de génération qui était... en tout cas dans l'esprit, quoi, hein, basé sur un échange entre les générations au travail, etc. Donc il y avait un aspect formation, accompagnement, tutorat, j'aime pas trop ça parce qu'il y a un côté un peu moral, paternaliste, c'est mieux que moral, quoi. Est-ce qu'il a été tiré un bilan? Est-ce qu'il a été fait un travail d'évaluation là-dessus au niveau universitaire? Est-ce que des chercheurs sont poser la question de savoir si ce n'était pas finalement un système à faire perdurer, voire à valoriser? Alors honnêtement, je ne sais pas. Les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est ceux que je vous ai cités, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur la modification des textes, des conventions collectives, pour intégrer un certain nombre de choses autour du tutorat dans cette question-là. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qu'il en est du résultat des contrats de génération. Je ne sais pas. Je sais même pas. André? Oui, André Herbroto, conseiller de développement. Moi, je me rapporte un peu au titre qui est indiqué pour la conférence, travailler ensemble selon les générations. Moi, je suis quelqu'un qui pense que, quelle que soit sa génération, et au milieu de toutes les générations, on peut faire autorité, quelle que soit, encore une fois, sa génération, sur les autres qui travaillent avec nous, et quel que soit aussi le domaine d'activité, d'ailleurs y compris le domaine politique. Et ce que je voulais vous demander, c'est qu'en dehors, bien sûr, d'un certain niveau de compétence qui est requis pour quel que soit le travail que l'on fait, est-ce qu'il n'y a pas des qualités humaines de base qui permettent certaines personnes d'émerger et d'en imposer en autorité sur les gens avec qui ils travaillent? C'est fondamental d'avoir des qualités humaines de base qui permettent de se différencier des autres. Alors, moi, je pense à des choses très subjectivement, mais ça peut y en avoir d'autres. Hein. C'est par exemple le bon sens d'abord pour commencer, la stratégie, la psychologie. On peut se tromper parfois complètement dans des recrutements. J'ai vu des personnes très haut niveau qui se trompent complètement sur d'autres. Il faut même travailler des cabines de recrutement et ça se trompe quand même. Donc, il y a des qualités humaines de base qui permettent de se différencier et de faire autorité dans le boulot qu'on exerce, quel qu'il soit, par rapport aux autres. Alors la question ouvre sur un grand débat. De quelle manière je vais faire autorité? Ça va déjà peut-être dépendre du métier que j'exerce. Peut-être sur un... Je lisais des choses là dernièrement, puisque le bâtiment cherche à recruter 200 000 personnes, secteur en pleine expansion, sur les compétences, l'expertise qu'on peut avoir, par exemple, sur un chantier, qui sont sur un chef de chantier qui n'est pas nécessairement très diplômé, mais qui peut avoir une très grande expertise qui se voit tout de suite. On arrive sur un chantier, hein, on voit la personne de quelle manière elle traite la question, l'information, etc. Donc, ça va peut-être être ça. Vous pouvez avoir une autorité parce que vous arrivez d'un grand groupe. Ah ben oui, mais attendez, lui, il a travaillé là, donc il doit être compétent pour avoir travaillé là. Donc vous avez l'autorité qui vient de votre diplôme.
vous avez raison, vous avez des aspects qui peuvent être psychologiques. Quelquefois, on obtient de l'autorité parce que celui d'avant n'en avait pas. Non, mais c'est vrai, parce que c'est toujours par contraste qu'on travaille. C'est toujours par contraste. Ah ouais, mais alors lui, qu'est-ce qu'il était autoritaire? Voilà, sur les grands, ce qu'on appelle les études de leadership, autoritaire, démocratique, laisser-faire, etc. Vous changez, vous passez d'un système autoritaire à un système démocratique. Le groupe a besoin d'un espace intermédiaire à un moment donné pour pouvoir avaler, sortir d'un système autoritaire. Il ne sait plus fonctionner différemment qu'à travers un système autoritaire. Il attend des ordres. Donc ça veut dire qu'il va falloir mobiliser un certain nombre de choses pour pouvoir aider le groupe ou l'équipe à passer d'un système autoritaire à un système démocratique. Donc pour moi, c'est une dynamique sociale à chaque fois, si vous voulez. Vous prenez une personne, vous la faites travailler dans 3 équipes différentes. Il y en a une où elle va se casser la gueule. Il y en a une où elle va super bien se débrouiller parce qu'en plus, c'est la dynamique de groupe. Est-ce que je vais avoir des opposants dans le groupe? Mais si j'ai des opposants, des fois, ça peut être justement un élément supplémentaire de mon autorité. C'est-à-dire, ah ben lui, il lui a fait fermer sa gueule quand même. Et du coup, l'équipe se rallie à celui qui arrive. Donc, c'est à chaque fois, si vous voulez, à chaque fois, c'est une dynamique particulière d'une équipe. Moi, je pense que ce qui fait la capacité à manager, c'est la faculté d'adaptation. Si je n'ai pas de faculté d'adaptation, si je veux reproduire à côté ce que j'ai fait hier, ça risque. Alors, je peux bien m'en sortir, hein, mais autrement, ça va être la catastrophe. Je le disais tout à l'heure, on est effectivement dans un monde incertain, compliqué, hein, qui est le monde général, mais aussi le monde du travail. Tout change. Moi, je vois la législation sur le travail, mais c'est incommensurable. Il paraît des textes tous les jours. En tant que manager, vous ne pouvez pas suivre la législation du travail. En plus, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est mon cabinet juridique. J'ai quand même 150 salariés. Dit non mais attendez, non, parce que la jurisprudence a changé du jour au lendemain, le truc, etc. Donc voilà. Après, ce qu'il faut, donc je peux pas le poser de manière technique, mais ce qu'il faut que je développe effectivement, c'est la capacité à un moment donné à faire appel à des expertises, la capacité à m'adapter au groupe. Vous avez une seule personne qui change dans l'équipe. J'en ai fait l'expérience. Vous avez une seule personne qui change, vous n'avez plus la même équipe. Ça, je vous assure, voilà. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je change mon management. Donc c'est cette capacité d'adaptation. Hein. Alors après, on peut avoir du charisme, mais vous avez des équipes, par exemple, où le charisme, ça ne va pas marcher. Hein. Ça va, voilà. Hein. Je regarde le chantier qui est en face de chez moi, je regarde les ouvriers travailler, les chefs de chantier qui arrivent, voilà, voilà, pour moi, c'est un beau laboratoire, ça. Celui qui arrive avec le gilet de la marque, c'est foutu, là. Donc voilà, à chaque fois, c'est une sorte de perception sur ce qui est en train de se passer avec les gens qui sont autour de moi. Et puis en plus, mon équipe, en même temps, elle est influencée par éventuellement une supra-organisation. Moi, quand je suis à la fac, c'est en même temps, il y a une supra-organisation, 60 000 étudiants, 6 000 fonctionnaires, je ne sais pas combien, etc. Une supra-organisation, donc qui fait changer. Et puis en même temps, il y a la société elle-même, hein, avec des variations, etc. Donc c'est une sorte de mouvement dans le mouvement qui fait que moi, il faut que je sois très attentif, je pense que c'est vraiment ça, très attentif à ce qui est en train de se passer. On n'a jamais une équipe en main, si je vais jusqu'au bout de votre pensée. Je crois honnêtement, vraiment sincèrement, qu'on n'a jamais une équipe en main. Parce que cette équipe, elle est malléable, elle est modifiable, elle évolue, etc. Et il va falloir qu'à un moment donné, je trouve des ressources pour évoluer avec elle. Oui, Bruno Dehaye a parlé de la musique comme un marqueur, et notamment de la musique rock. Mais je crois que le public rock aujourd'hui, vous l'avez dit, il est très transgénérationnel, parce que les publicités qu'on voit aujourd'hui sont faites souvent avec des rocks des années 70, donc on voit qu'on a passé les générations. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres marqueurs qui arrivent aujourd'hui qui peuvent être plus durs? Par exemple, la question numérique ou la question technologique. Est-ce que là, il y a une vraie rupture qui va se faire de bout de génération ou même d'organisation du travail? Parce que la question numérique va modifier l'organisation du travail elle-même. On va pouvoir travailler sans doute un peu chez soi ou coworking, etc. Est-ce que là, il y a un nouveau marqueur qui est un peu plus rude qui apparaît? Alors, au niveau du travail, le discours que vous tenez, moi, je l'entends depuis le début du numérique. J'ai pas vu de changement. Il y a quelques entreprises qui avaient la possibilité de faire
effectivement, il y en a quelques-unes. Moi, à côté de chez moi, il y a une salle de coworking, etc. Bon, ça représente très peu de choses. Ça représente vraiment aujourd'hui très très peu de choses. Pour l'instant, le travail n'a pas tellement été modifié. Je parle dans ses fondements, hein, par rapport à cette question du numérique, même si les postes de travail ont complètement évolué. Voilà, la manière de travailler, oui. Votre première question, c'est sur les marqueurs, c'était sur la musique. Est-ce qu'il y a des marqueurs qui sont plus... Il y a eu d'autres marqueurs qui ont été plus significatifs en matière de... Il y a eu à un moment donné, il y a eu le téléphone portable qui a été un marqueur générationnel fort. Moi, je pensais qu'il allait en sortir une génération de smartphones. En fait, je vois que maintenant, je suis obligé dans des salles de retraités de leur dire pensez à éteindre vos portables. Donc, je pense que ça y est, on est passé. En fait, c'est intéressant parce qu'on a cru qu'on avait une génération, on a dit ah ben oui, mais celle-là, elle a vraiment quelque chose de spécifique. Et en fait, elle est aujourd'hui noyée, hein, dans une société qui s'est quand même globalement bien adaptée à l'ensemble des outils numériques, même si on a 2 fractures aujourd'hui qui sont visibles. Il y a une étude qui vient juste de sortir, là, ces jours-ci, là, avec les petits frères des pauvres, sur la fracture numérique chez les plus âgés. Hein. Mais il y a en même temps, je crois que c'est la Fondation Abbé Pierre qui avait fait une étude sur la fracture numérique chez les jeunes. Hein. Et notamment la fracture numérique chez les jeunes étant liée à des problèmes économiques. Alors que chez les jeunes, chez les plus âgés, c'est la capacité à utiliser des outils avec des modalités qui sont un peu différentes. On parlait par exemple tout à l'heure du fait d'avoir des outils conviviaux, par exemple. C'est compliqué. Voilà, on n'a pas pris l'habitude de mettre le doigt sur l'écran, on n'a pas pris l'habitude de faire défiler à la main, etc. Donc il y a des effets générationnels qui sont encore présents. Hein. Mais après, le numérique, ça coûte cher. Hein. Et donc on voit bien apparaître une fracture numérique chez les jeunes qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait aujourd'hui. Donc je pense que là, si on s'est beaucoup intéressé, là il y a encore la mairie de Bordeaux et la CARSAT sont en train de faire des trucs sur le numérique, là, sur les seniors. C'est vrai qu'on a fait très attention à ça parce qu'on a dit ils ne sont pas nés avec, enfin, j'en fais partie d'ailleurs. Je ne devrais pas parler à la troisième personne. On n'est pas né avec, etc. Donc on a fait ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit apparaître des générations qui sont en difficulté sur les plus jeunes. Après, sur la musique, moi je pense que ça reste quand même un marqueur. Qui c'est qui écoute du rap ici? À titre perso, pas qui est obligé de l'écouter à cause de ses enfants et de ses petits-enfants. Voilà, donc on a quand même un marqueur de musique qui est important. Mais on a aussi du transgénérationnel, si je puis dire, ou de l'intergénérationnel. Vous savez, bon, je vais vous dire quelque chose, je pense au Bataclan. Au Bataclan, le jour où il y avait, c'était quoi, métal, c'était heavy metal, non, je ne sais plus ce que c'était, le groupe rock qui jouait ce jour-là, le jour de l'attentat du Bataclan. La personne la plus jeune avait 15 ans, la personne la plus âgée avait 67 ans. Il y avait des parents qui étaient venus avec leurs enfants. Je le sais parce que la personne la plus âgée s'appelait Jean-Jacques Amiot. Donc, voilà, ce qui est un homonyme. Et c'est là où je me suis aperçu que j'avais quelques amis qui se sont inquiétés pour moi. Très peu finalement. Monsieur Ouzot. Oui, Oui, Jean-François Ouzot, Conseil de développement. Que pensez-vous de l'organisation des startups? C'est bien des entreprises qui fonctionnent quasiment avec la même génération. Là. Ah, vous avez des gens, enfin moi j'en connais quelques-uns sur des startups, c'est pas nécessairement des gens qui ont 20 ou 25 ans, c'est pas que ça. Hein. Vous avez des gens d'une quarantaine, donc c'est déjà une deuxième génération qui est présente sur des startups. Vous avez des gens qui sortent de l'entreprise ordinaire pour aller fonder des startups et qui ont déjà une expérience professionnelle assez longue. Je ne sais pas, chez les seniors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais vous avez beaucoup des gens, on va dire, en milieu de vie professionnel qui décident complètement de changer et qui rentrent dans un système comme ça parce qu'ils ont des idées, qu'ils ont envie qui vont utiliser ce système justement parce qu'ils ont de la créativité, qu'ils ont envie d'en profiter à titre personnel, de la mettre en œuvre. Je vais rebondir sur les startups parce que justement, ça amène un nouveau mode de fonctionnement dans le travail, notamment sur la gestion du temps. Et moi, je l'ai au quotidien parce que je suis dans un domaine où il y a plusieurs générations. Et le rapport au temps des jeunes arrivant dans la structure, ne comprenant pas justement qu'il faut respecter par exemple des horaires, avoir une journée qui commence à 9 et qui finit à 18, ou
ils préféreraient venir à midi et finir à 22h, justement, pour pouvoir sortir dans la foulée, aller voir un spectacle et pouvoir dormir le lendemain matin. Donc, c'est d'expliquer que non, les codes, c'est des horaires qui sont imposés par la vie, la société, et ce rapport au temps devient un peu tendu dans la gestion des équipes. Alors moi, la question que je me pose, parce que moi j'ai des salariés qui ont entre 20, non même pas, elle doit avoir elle a 20 ans, entre 20 ans et 84 ou 85. Voilà. Moi je le vois pas ça, les gens, je leur dis vous avez des horaires et ils me disent pas. Et Léa, elle trouve d'ailleurs, on a rediscuté ce matin avant de partir parce qu'elle voulait changer des trucs, donc on a rediscuté, mais voilà, justement par rapport au collectif de travail, en disant, non, vous ne pouvez pas arriver plus tard le mercredi, mais bon, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Alors je me dis après, est-ce qu'il n'y a pas justement les gens qui viennent, alors, je ne sais pas, vous êtes dans une start-up ? Non. Dans une association ? Là, en l'occurrence, pour l'Université du Temps Libre, c'est des gens qui sont dans une association. Moi, je rencontre pas, honnêtement, je ne rencontre pas cette difficulté. Et je suis président des ludothèques de Bordeaux, donc les professionnels, c'est des professionnels qu'entre 20 et 40, oui c'est ça, pas plus. Voilà, les jeunes qu'on fait rentrer, tout ça, je vois pas, je rencontre pas ce problème d'horaire. Après, la discussion sur des horaires, mais après avec des horaires fixes, ça leur pose pas de souci. Par contre, moi je vois au-dessus du lieu que j'ai en ville, il y a une entreprise high-tech qui s'appelle B2Moro, qui fabrique les systèmes, vous savez, qui permettent à des gens qui font le tour du monde en solitaire de pouvoir parler de ce qu'ils sont en train de faire dans leur bateau et ils viennent de faire cuire 3 œufs et qui sont tombés par terre. Voilà. Et donc, eux, ils ont un public, ils ont des professionnels jeunes, il doit y avoir 25 professionnels là-dedans. Et effectivement, par contre, ils ont des horaires à la carte. Mais à la limite, sur ce genre de métier, ça ne pose pas de problème. Ils ont un système, ils viennent, ils font leurs horaires, ils s'en vont, ça ne pose pas de problème. Moi, par exemple, à l'Université du Temps Libre, je ne peux pas dire, écoutez, non, venez, vous voulez faire des cours de Sciences Po, vous les faites quand vous voulez, voilà. Puis je ne sais pas s'il y aura le public qui sera là le jour où vous serez là, mais ça ne pose pas de problème. Et puis les gens qui sont à l'accueil, etc. Donc je ne peux pas faire du... Voilà, donc ça va dépendre effectivement. C'est une source de conflit, justement. Mais c'est marrant parce que moi, je demande entrante qu'on ne peut pas répondre par rapport à justement cette génération. Mais c'est une association qui est dans quel secteur ? Dans la santé, la Ligue contre le cancer. D'accord. Voilà, donc on a besoin de jeunes qui arrivent dans ces structures, soit en salarié, soit en bénévolat. Et là, c'est notamment le cas, c'est de salariés qui ne comprennent pas notre flexibilité, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas venir en dehors des horaires classiques pour gérer leur emploi du temps et justement gérer aussi leurs loisirs en parallèle. Écoutez, alors là, je ne sais pas, moi je le rencontre pas, mais je rencontre pas. Alors je sais pas. Est-ce qu'il y a des études sur ce que dit Anita ? Parce que dans ce que vous avez dit, il y a quelqu'un au conseil, mais il n'est pas là ce soir, qui s'appelle Daniel Olivier. Je me demande s'il n'est pas un des auteurs des bouquins que vous avez critiqué, que vous avez un peu éreinté tout à l'heure, mais qui explique un peu ça. Qui dit voilà, dans les entreprises, en matière de management, les employeurs sont souvent confrontés à ça, des questions d'horaire, de flexibilité d'horaire, que c'est une demande des plus jeunes. Souvent d'être dans quelque chose de beaucoup plus détendu entre guillemets. Oui, est-ce qu'il y a des études un peu scientifiques de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, quoi ? J'en ai pas vu. Après, donc de toute façon, moi, ma spécialité me fait pas couvrir tout le monde du travail, hein, d'accord. Donc je peux pas prétendre ça. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas, mais et puis bon, je suis en relation avec plein de gens qui travaillent dans le secteur du bâtiment, qui travaillent, voilà. J'entends pas. Moi, j'entends une négociation au départ. Oui, ça, effectivement, en disant, moi, j'aimerais bien avoir mon mercredi, j'aimerais bien, bon, justement, Léa qui a 20 ans, qui est rentrée l'année dernière. Au niveau administratif, elle me dit est-ce que je peux avoir mon vendredi ? Donc on a regardé sur l'équipe s'il y avait possibilité, si ça posait pas de problème, etc. Donc on l'a fait, etc. Mais bon, ce matin c'était une question d'une demi-heure parce que tout simplement en plus parce que c'était sur une conscience professionnelle. Comme elle a 2 sites d'activité chez nous, elle voulait arriver suffisamment tôt sur l'autre site. Elle trouvait qu'elle était un peu courte, donc elle a modifié ses horaires, etc. Donc c'était finalement une adaptation
qui était plutôt pour l'institution, si vous voulez. Alors ça tient peut-être à ma personnalité, le charisme qui fait que les gens râlent pas, je ne sais pas. Peut-être un petit commentaire pour terminer de ma part, si vous voulez bien, et puis je pense qu'on va arrêter notre session. Je pense qu'il y a peut-être, mais vous allez réagir, il y a des entreprises de taille différentes. Certaines sont, alors même si elles se sont un peu plus horizontalisées, on va dire, mais elles restent très verticales, où là, tout d'un coup, l'irruption de nouveaux outils peut quand même générer, je ne sais pas s'il faut parler de conflit, moi j'ai été dans une grande entreprise avec l'arrivée de la micro-informatique. On a vu donc des jeunes arriver qui avaient la compétence, c'est-à-dire qui maîtrisaient l'outil micro-informatique et qui avaient comme patron, et pas que le plus haut gradé, mais des échelles de patrons qui, eux, ne comprenaient pas ce nouvel outil. Alors cette entreprise a eu une bonne idée, elle a dit on va demander aux jeunes de tutorer les vieux. Ça ne marche pas, enfin je veux dire, parce que là on est dans, je ne sais pas si c'est le conflit de génération, mais on est dans le conflit de je suis le plus ancien, je connais la maison, et c'est pas toi qui vas m'apprendre comment, et c'est pas avec ton outil qu'on va changer le fonctionnement de. Donc là on voit qu'il peut y avoir peut-être derrière l'arrivée, l'irruption de nouveaux outils. Et alors Dieu sait s'il y en a là en ce moment. Des conflits qui peuvent générer, alors qui peuvent sortir. Alors on peut parler de conflits de génération, mais c'est plutôt des conflits de compétences et d'incompétences par rapport à des nouveaux outils. Puis sur les startups, je me souviens, Gabriel, nous on travaille avec des jeunes d'unicité, on leur avait fait rencontrer des patrons de startups pour qu'ils, je veux dire, parce qu'ils viennent, ces jeunes, ils sont souvent, qu'est-ce qu'on leur demande, ce que vous voulez faire? Oh, pas l'entreprise, c'est un monde, enfin voilà, c'est le diable, on veut bien aller dans les associations, on veut bien aller éventuellement dans le service public, mais l'entreprise, voilà, c'est pas fréquentable, quoi. Hein. Donc on avait fait un exercice qui était finalement assez intéressant, parce qu'ils ont découvert des jeunes qui étaient, enfin des jeunes patrons qui avaient créé leur start-up, qui étaient à peine plus vieux qu'eux, ou qui étaient pratiquement du même âge, et qui parlaient un langage qui était à peu près le même qu'eux. Donc déjà, ça les déstabilisait un petit peu, mais les mêmes patrons dans les startups, eux-mêmes se posaient la question d'une certaine forme de génération, c'est-à-dire on a créé une startup, alors on parle d'entreprises qui ont réussi et qui se sont développées. On a créé une start-up, on était 3 ou 4, on a fonctionné dans le garage, enfin toutes ces histoires qu'on entend, mais ils ont construit quelque chose. Voilà, ils étaient 4-5 et c'était une génération de cette jeune entreprise qui comprend après 30 ou 40 salariés comment on maintient. Enfin, je crois que c'était un de leurs soucis, c'est-à-dire est-ce que les jeunes que je fais rentrer, que je recrute et à qui il faut que je propose un contrat de travail, nous on n'en avait pas forcément, on a bossé ensemble comme ça. Là, on peut pressentir des conflits aussi dans l'entreprise ou des difficultés de compréhension. Oui, parce que là, le problème avec ces gens dont vous me parlez, c'est qu'en fait, ils ont exercé un métier qui a été un métier, je vais dire, de créateur, d'ingénieur, etc., mais pas un responsable de ressources humaines. Je pense à cette entreprise dont le nom m'échappe à l'instant, qui a eu un succès extraordinaire avec cette idée de découper du tissu avec un laser haut. Une entreprise très connue. Donc c'est pareil, c'était sur la région de Bordeaux, là où c'était les frères Etcheverry, là. Ils ont monté ça comme ça, parce qu'ils ont eu l'idée à un moment donné d'associer 3 outils différents, et puis ils ont découvert un truc génial. Voilà. Et ça a été, ils ont failli fermer la boutique quelques années après parce qu'ils ont recruté comme ça, en disant on a besoin de gens, etc. Ils avaient aucune idée de la question des ressources humaines. Donc ça, c'est un métier tout à fait particulier. Et puis quand on fonctionne à 3, on ne fonctionne pas à 30 ou à 300. Hein. Donc voilà, après qu'il y ait de nouvelles pratiques qui arrivent, c'est ce que je disais tout à l'heure, le travail, c'est du vivant. Donc nécessairement, il y a plein de pratiques qui arrivent. Moi, j'ai été exposé à l'idée de l'arrivée de l'informatique. C'est moi-même qui l'ai posé. Quand, à un moment donné, en 87, j'ai décidé d'informatiser l'OAREI, j'ai eu un personnel hyper résistant. Je suis allé voir l'ingénieur de la fac, je lui ai dit qu'est-ce que je fais moi? En plus, moi, je n'avais jamais touché un ordinateur. D'accord, c'est pour vous dire. Donc j'ai dit il faut informatiser, on ne peut pas continuer comme ça, etc. Donc je suis allé voir, à l'époque, il m'a dit
ben, écoutez, votre personnel est résistant, personne n'a de formation chez vous, c'est très simple, Macintosh. Donc à l'époque, on est parti sur du Mac parce que c'était plus convivial que le reste. Et moi, j'ai fait rentrer une jeune secrétaire qui avait à 20 ans, qui, elle, avait été formée à l'informatique. Le personnel, je lui ai dit, vous voulez pas le faire, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc elle est rentrée, j'ai mis un ordi, quand ils ont vu comment ça marchait, petit à petit, ça fait tache d'huile, et j'ai fait rentrer l'informatique comme ça. Hein. Mais bon, j'avais une comptable qui ne voulait pas quitter ses carbones. Voilà, donc après, c'est des stratégies internes, voilà, et puis avec lesquelles on travaille. C'est très bien. Elle générait de l'activité pour l'entreprise Armor, qui était une entreprise à Nantes, qui avait inventé le papier carbone d'ailleurs, mais qui existe toujours et qui fait des encres pour l'informatique maintenant, pour les imprimantes. Très bien. En tout cas, c'est toujours des échanges très intéressants. Donc, je vous remercie de votre attention. On peut à nouveau applaudir Monsieur Amiot.